Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le Doubs, des regrets? Oui, des regrets, bien sûr, que Sophie Montel, qui aurait mérité de gagner, n'ait pas gagné. Et de peu, parce qu'il aurait suffi qu'un électeur sur 100 changeât son vote et elle l'emportait. Je pense que ce sera là pour la prochaine fois. Ce qui me frappe quand même dans cette affaire, c'est que pas un seul des leaders de l'UMP n'a évoqué, ne serait-ce que comme une possibilité, le fait que au deuxième tour, étant éliminé, il pourrait se désister en faveur du Front National. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai le souvenir qu'au cantonal de 84 ou 5, je ne sais plus, nous appelions à voter pour eux. Et en 98 En 98, j'étais secrétaire général. Je rappelle que nous avions fait le choix stratégique pour éviter que les régions, la plupart des régions françaises, la quasi-totalité des régions françaises, sauf peut-être l'Alsace, ne tombent sous la coupe des socialo-communistes. Nous avions fait le choix de voter pour des RPR ou UDF à la tête des régions, qui ne pouvaient être élus sans nous. Nous avons fait ainsi élire Charles Millon en Rhône-Alpes, Soissons en Bourgogne, Blanc en Languedoc-Roussillon, Bord en Picardie, mais aussi Aran, région centre. Là, c'était le nini, la discipline de vote. C'est plus que ça, parce que quand Sarkozy dit il faut que c'est le nini, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait de députés Front National, comme si le fait, oh mon Dieu, que représentant des millions d'électeurs français, il y ait non plus 2, mais 3 députés sur 570, ce qui est d'ailleurs beaucoup trop, à l'Assemblée nationale, ça allait bouleverser la République. C'est quand même assez consternant. Moi, je crois qu'il se fusille, parce que je pense que c'est tout à fait contraire au sentiment véritable des électeurs de ce parti. Les électeurs de ce parti, sur beaucoup de sujets, sont de braves gens qui pensent comme nous et qui sont révulsés par ces attitudes et qui, je pense, nous rallieront. Ce ne sont pas les seuls. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui viennent de la gauche, qui votaient à gauche dans un désir davantage de justice sociale, ce qui est quand même bien compréhensible par les temps qui courent aussi. Mais principalement, je crois, des électeurs de ce parti qui nous rejoignent. En tout cas, c'était ce front dit républicain sur lequel il y aurait lieu aussi de s'interroger. Qu'est-ce qui leur permet de nous exclure de la République ? C'est extraordinaire. Des positions, parfois des bons mots, parfois des... Non, mais enfin, écoutez, depuis quand est-ce que ça ne vous qualifie pas comme républicain? Moi, je suis modéré en toutes choses, donc je suis modérément républicain, etc. Je ne défends pas un régime politique plus qu'un autre. Je défends la France, sa nation, son héritage. Pourquoi pas dans le cadre de la République, bien sûr. Quand on parle des valeurs de la République, dont on nous a rebattu les oreilles, n'est-ce pas, contre le terrorisme. Je rappelle, comme l'a fait d'ailleurs Frédéric Gersal, très justement sur France 2, vous savez que Frédéric Gersal est l'historien qui anime parfois l'émission Télématin, il a rappelé que le mot terrorisme apparaît dans la langue française précisément avec la République. C'est pour définir la politique que va appliquer le comité de salut public. Pendant la Révolution. Alors, pendant la Révolution, pour terroriser les adversaires de la République et faire fonctionner la guillotine, les canonnades, les noyades, etc., contre les suspects de tiédeur relativement au nouveau régime. Alors moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est que tous ces gens-là me définissent une fois pour toutes quelles sont ces fameuses valeurs de la République qui nous excluraient de celle-ci. Je trouve que c'est lamentable, c'est le degré zéro de la politique. C'est minable et le peuple français considère comme ça parce que quand ils se coalisent, ils se coagulent. Quand ils se coagulent, ils se rétrécissent. Et on arrive à deux camps, le camp mondialiste et le camp national. Eh bien, dans ce type de configuration, inéluctablement, les opposants finissent un jour par devenir la majorité. Quand Manuel Valls se déplace à Marseille pour vanter sa politique sécuritaire, il est accueilli avec des rafales de Kalachnikov, d'un peu caricatural. Si c'était pas si triste, ce serait drôle, quoi. Il a déclaré inacceptable ces tirs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, on pourrait même ajouter c'est très vilain. Oui. Très, très méchant. C'est très, très méchant, oui.
Mais ce qui était extraordinaire, c'est l'absence totale de prise de conscience des facteurs profonds qui sont à l'origine de cette situation. Bien sûr, tous les immigrés ne sont pas des délinquants ni des criminels, de la même façon que tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Mais enfin, tous les terroristes se réclament rarement du bouddhisme en France. Hein. Et ce terreau de criminalité, il ne faut pas nous dire simplement que c'est parce qu'il y a des problèmes sociaux, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a des pauvres, parce qu'il y a toujours eu en France du chômage, des pauvres, etc. Ça n'en faisait pas nécessairement des terroristes. C'est faire une insulte aux Français, et en particulier aux plus modestes, que de considérer qu'il y aurait une espèce de fatalité dans le fait que, se trouvant dans une situation sociale difficile, eh bien, on se livre au trafic de drogue, on utilise les armes contre la police. Non, il y a des facteurs culturels, il y a l'immigration massive, le déracinement qu'elle occasionne, la flagellation constante des autorités françaises, l'éducation antinationale, qui ne cesse de culpabiliser la France aux yeux même de ceux-là qu'il faudrait précisément élever dans l'admiration, le culte de la civilisation qui les accueille. Tout ça, c'est un ensemble de facteurs sur lesquels on ne se propose absolument pas de jouer. Parce que quand M. Valls parle d'apartheid, en réalité, ce qu'il oublie de dire, c'est que l'apartheid qui s'exerce dans ces secteurs, il s'exerce à l'encontre des Français de souche, pour les forcer à partir ou pour les soumettre à la dictature des caïds. Et quand on décore les 3 soldats qui se sont opposés aux terroristes niçois, enfin en tout cas pour les événements du terroriste dans la ville de Nice. Chez M. Koulibaly, moi je demande d'abord une chose, c'est d'abord d'où vient ce Koulibaly, comme le Koulibaly responsable des odieux assassinats de l'hyper-cacher, voilà, et les frères Kouachi. C'est dommage quand même que ces gens-là, on ne les ait pas pris vivants, de telle sorte qu'il y ait un procès. Parce qu'à l'occasion de ce procès, on aurait pu se poser la question, et l'opinion aurait pu se poser la question, d'où viennent-ils? Étaient-ils français ou étrangers? S'ils étaient français, étaient-ils binationaux? Pourquoi avaient-ils conservé leur ancienne nationalité? Comment eux-mêmes ou leurs familles s'étaient installés en France, puisque manifestement, ils ne sont pas d'origine européenne. Qu'avaient-ils fait pour justifier de leur présence et de leur entretien, puisque ce sont des gens qui manifestement ont été nourris avec des allocations familiales, élevés avec les bourses de l'enseignement de surcroît gratuit, c'est-à-dire payés par l'ensemble des Français, soignés, nourris, logés. Bon, qu'est-ce qui justifie que la communauté nationale ait fait tous ces efforts pour qu'on en arrive là? Voilà les vraies questions de fond qui, à l'occasion de ces cas-là, mériteraient d'être posées. Mais de façon plus immédiate, ce qui m'étonne quand même, moi je salue le courage de ces trois militaires. Mais enfin voilà, ils ont été blessés tous les 3 à coups de couteau. Et l'intéressé, le coupable, est parvenu à s'enfuir. Il a été rattrapé, je crois, par l'un d'entre eux, mais aussi par des conducteurs de bus, etc. Ça veut dire donc que les militaires qui sont utilisés dans ces opérations de vigie pirate, ils n'ont pas les réflexes ou ils n'ont pas le droit d'utiliser leur arme. Voilà. Ou bien celles-ci sont sous-scellées. Et il leur a été donné instruction de ne pas s'en servir. Bon, moi je crois que la légitime défense, que ce soit pour les forces de l'ordre ou pour les citoyens ordinaires, est quand même une protection contre l'agression, contre le crime, qui fait précisément de chaque Français un défenseur de la loi. Et je suis inquiet de l'impunité. Alors, on a décoré les intéressés, très bien, qui se sont en quelque sorte laissés poignarder pour
sans doute respecter les ordres ou les consignes qui leur avaient été données. C'est à l'égard des responsables de ces ordres et de ces consignes, je crois, qu'il faut faire porter notre critique. Alors c'est un des dossiers débattus en ce moment pendant la session parlementaire à Strasbourg. Vous êtes intervenu, je crois, en hémicycle sur le sujet justement des racines du terrorisme. Oui, c'est pour ça que je précise, puisque ça avait fait l'objet précisément d'interventions sur le journal de France 2, que nous parlons de sujets, je ne sais plus comment s'appelait cette journaliste. Voilà, Madame Tesson. Alors Madame Tesson, Monsieur Pujadas, je vous signale que tout ce dont nous parlons ici, c'est débattu également au Parlement européen. Par conséquent, nous sommes fondés à utiliser le DVD qui va nous être fourni tout à l'heure pour passer sur notre blog. Voilà, nous n'abusons pas de l'argent du contribuable. Ce sont des sujets qui sont débattus au Parlement européen avec le même angélisme d'ailleurs qu'en France. C'est ce que vous avez dénoncé. Oui, c'est ce que j'ai dénoncé brièvement dans une explication de vote, parce que c'est toujours pareil, on voit les problèmes sociaux, mais on ne voit pas les problèmes ethniques, on ne voit pas les problèmes culturels, on ne voit pas le fait que, bien évidemment, une immigration massive accompagnée de déracinement, de perte des repères, quand il n'y a plus comme facteur cohésif que la lecture littérale, donc agressive, de textes religieux datant du 7e siècle, mais qui sont aussi, en même temps, bien souvent, un appel au combat et à la guerre, n'en déplaise à certains prêcheurs musulmans. Encore une fois, que je ne confonds pas avec la totalité des musulmans de France. Mais tout de même, il y a un problème, là aussi, il y a un problème culturel qu'on n'examine pas et qui, me semble-t-il, fournit le terreau du terrorisme. Encore une fois, tous les terroristes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes, ou la plupart des terroristes, se réclament de cette lecture littérale des textes que les musulmans considèrent comme sacrés. Alors on vous a vu aussi monter au charbon pour défendre les automobilistes. Alors Bruno Gollnisch, vous avez eu une expression, je crois, accusant finalement celui qui brûle la voiture de la voiture d'un autre de moins risqué que le conducteur qui conduit sa propre voiture et qui serait en infraction. D'ailleurs, j'observe qu'il y a eu récemment un sondage qui redemande que les chiffres d'incendie de véhicules soient publiés, puisque c'est devenu un secret d'État maintenant chez nous. C'est vrai qu'il est aujourd'hui peut-être plus dangereux de conduire sa propre voiture en conduisant un peu trop vite. On risque une répression plus sévère, plus féroce et plus certaine, en tout cas, que si on met le feu à une voiture qui ne vous appartient pas. C'est quand même assez paradoxal. C'était le rapport qui se propose d'échanger les informations. Voilà, si vous passez à 50 à l'heure au lieu de 40 maintenant, vous êtes étranger en France, eh ben on saura où vous retrouver. Bon, soit. Quand il s'agit de véritables excès de vitesse qui mettent en cause, en péril, la sécurité d'autrui. Mais on sait très bien que la plupart du temps, ça n'est pas le cas. C'est une véritable pompe à fric. Les accès d'ailleurs de ce Parlement ont récemment été placés à 30 km/h maximum. La plupart des chauffeurs de Parlement, qui sont d'anciens policiers, d'anciens fonctionnaires, sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement attentifs. Ils sont tous fait pincer. Voilà. Et on ne met d'ailleurs en œuvre ce système qui est un véritable racket qu'au moment des sessions parlementaires. On s'étonnera après ça d'ailleurs que la majorité des députés européens souhaitent quitter Strasbourg. Alors, il y a dans le rapport qui a été adopté, qui est dû à Madame Ayala Sender, il y a une contradiction extraordinaire que personne n'a relevée, hormis votre serviteur, c'est qu'elle liste un certain nombre de facteurs qui, selon elle, sont la cause de l'augmentation des victimes sur la route. Et parmi ces facteurs, il y a la dégradation du réseau, le manque d'infrastructures et d'investissements, les défauts d'innovation en matière de sécurité routière, etc. À aucun moment, elle ne parle, par exemple, de la vitesse, ni des autres éléments sur lesquels Big Brother va veiller à l'échange des informations pour qu'on soit sûr que même si vous êtes en Ouzbékistan, vous perdiez les points pour avoir roulé trop vite sur la piste. Vous avez exhumé un vieux numéro de Capital et c'est votre coup de gueule du réac.
Coup de gueule du réac, oui. On me dit souvent que le Front n'a pas de programme économique, par exemple. Bon, d'ailleurs, le dernier en date, le journaliste que j'ai entendu là-dessus, parce qu'ils sont quand même assez répétitifs dans la corporation, je le leur dis sans mauvaises intentions. C'est un ancien journaliste, présentateur du journal télévisé, qui s'appelle M. Philippe Gildas. J'ai entendu M. Gildas dire à une émission, je crois sur Europe 1, où il débattait avec ses confrères, personne ne l'a repris bien sûr sur ce sujet, que la pire chose qui pourrait arriver au Front National, c'est qu'enfin on débatte de son programme qui est nul, qui est zéro, etc. Le Front National n'a pas de programme. Alors je lance un défi courtois à M. Philippe Gildas, débattons ensemble, M. Gildas, puisque vous êtes un observateur attentif, semble-t-il, du programme du Front National. Si toutefois vous en avez déjà lu une ligne, débattons ensemble de ce programme. Chiche. Voilà, chiche. Bon. Alors, je suis toujours étonné de l'attention que l'on prête, en revanche, à des revues, des livres réputés sérieux. Pourquoi sérieux? Parce que sérieux. Mais il y a des commentateurs comme ça qui pérorent, qui se sont trompés sur tout pendant 25 ans. Je ne vais pas citer de nom, je ne voudrais pas me mettre davantage en délicatesse avec la classe médiatique, qui se trompent régulièrement sur tout, mais qui sont toujours des autorités qu'on interroge, le politologue machin, le grand journaliste un tel, etc. Alors, j'ai pris cette revue sérieuse, et c'est vrai, revue intéressante sur le plan économique, voilà, qui s'appelle Capital, voilà. Seulement, moi, j'ai un défaut, un gros défaut, ma femme s'en plaint. Je garde maladivement tout ce que je reçois comme paperasse, j'archive mes lettres, mes notes, les documents, les journaux, les revues. Voilà, j'avais des caisses, des monceaux, des cartons d'archives, etc. chez moi. Alors là, c'est Capital d'il y a 5 ans déjà, 4 ans et demi, août 2010, numéro 227. Alors c'est sympathique parce que Capital nous parle d'abord des retraites en or des grands patrons qui sont effectivement parfois tout à fait scandaleuses. Bon. Et puis, quand même un titre intéressant, comment nous allons vaincre nos difficultés et rebondir, la France en 2020. Donc c'est formidable, on va sortir de la crise. Alors il vous explique qu'on va sortir de la crise parce que il y a des métiers qui auront la cote, il va y avoir des cités scientifiques qui vont accueillir 25 000 savants, que les pros du marketing sur Internet vont trouver des emplois à l'appel, que plein d'inventions vont bouleverser notre vie quotidienne, etc. Et alors, le clou de tout ça, qu'est-ce qui va nous permettre de nous sortir de la crise? C'est que le 15 mai 2022, DSK est élu président, pas seulement président de la France, non, président de l'Union franco-allemande. Autrement dit, ce super président, il préside à la fois aux destinées de nos voisins d'outre-Rhin et de nous-mêmes. Alors voilà, ça c'est une revue sérieuse, parce que M. DSK est un homme très sérieux. En réalité, je ne veux pas l'accabler, je tire rarement sur les ambulances, mais enfin quand même, il est tout à fait extraordinaire à l'occasion du procès du Carlton. Je ne sais pas s'il mérite véritablement au regard de la loi ou même au regard de la morale, le qualificatif de proxénète, mais tout ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un érotomane maladif, bon, et qui se comporte avec les femmes d'une façon extraordinairement brutale, dégoûtante, etc. Et doublé de surcroît d'ailleurs d'un financier douteux, plus que douteux. Et cet érotomane maladif doublé d'un financier douteux, voilà celui que toute la classe politique, à commencer par la gauche sociale, voulait porter au pinacle et dont elle voulait faire non seulement le président de la République française, mais dans ce journal économique très sérieux, le président à la fois de la France et de l'Allemagne. Il est quand même assez drôle d'exhumer ce genre de propos pour rigoler un bon coup. Service compris. Merci Bruno Gollnisch.